liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Malgré, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Je vais peut-être essayer de parler sans micro parce qu'il me semble qu'il y a des effets secondaires pas très agréables. Donc si tout le monde m'entend, je vais m'exprimer comme ça. Je vous remercie d'abord de votre invitation, même si c'est dans le cadre que vous venez, dans les circonstances que vous venez de rappeler, qui m'ont personnellement beaucoup touché, mais comme des millions de Français. Touché d'une part parce que je connaissais l'une des victimes, touché aussi parce que une grande partie de mon éducation s'est faite à la lecture de plusieurs des journalistes et artistes qui ont été assassinés et qui m'ont beaucoup inspiré, y compris dans ma manie du dessin, que vous ne connaissez sans doute pas. J'ai été invité ce soir donc à parler de la Révolution française et de la liberté de la presse, et je voudrais en introduction préciser d'abord que la Révolution ne crée pas ex nihilo une presse d'opinion politique ou une presse qui rende compte de faits politiques. Bien entendu, durant toute l'époque moderne, et en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, il y a peu de journaux. Je dirais même que ceux-ci sont fortement déconsidérés. On les voit comme un genre littéraire mineur, méprisé par les hommes de lettres, mais le pouvoir politique en comprend vite toute l'importance et tente de les utiliser à son profit. L'exemple le plus connu, puisqu'il inaugure le genre en quelque sorte, c'est celui de la Gazette de France, créée en 1631 par la volonté du cardinal de Richelieu, le cardinal et le roi Louis XIII, rédigeant parfois directement certains textes de ce journal, on pourrait dire quasi officiel. Mais la période moderne est aussi traversée par des expériences journalistiques plus intéressantes, plus originales, comme celle des Nouvelles Ecclésiastiques, journal janséniste longtemps clandestin, qui va être publié des années 1670 jusqu'à 1803, et nous voyons à travers les Nouvelles Ecclésiastiques toutes les possibilités nouvelles offertes à une presse non conformiste. Le XVIIIe siècle va s'avérer être véritablement celui du journal. Dès avant 1789 s'opposent par ce biais philosophes des Lumières et leurs adversaires, que l'on appelle les anti-Lumières, terme qui est aussi impropre que celui des Lumières d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de réalités différentes derrière ces deux termes. Par exemple, vont s'opposer par journaux interposés Fréron et Voltaire, Fréron, auteur de l'Année littéraire, un journal qui paraît de 1754 à 1790. Si ce passif existe donc, 1789 n'en représente pas moins une rupture fondamentale dès lors que le vent de liberté qui souffle sur la France se traduit par une interdiction immédiate de la censure, abolie de fait par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ah, il y a quand même l'éventualité d'une censure. La liberté de presse est à nouveau reconnue dans la Constitution de 1791. Dès 1789 aussi, on entend cependant les récriminations des nouveaux élus, les députés, les membres de la municipalité de Paris, contre la violence du ton de plusieurs feuilles qui sont apparues avec la Révolution. À droite, l'orateur du peuple de Fréron, à gauche, l'ami du peuple de Jean-Paul Marat. La presse, en effet, jouit d'une liberté d'expression presque illimitée
jusqu'à l'été 1792, c'est-à-dire au moment de la chute du trône, du renversement du trône. Pour autant, la loi de l'avocat Touré du 23 août 1792, loi combattue par Pétion, par Robespierre ou par La Rochefoucauld, prévoit la punition des délits de presse suivants. Premièrement, la provocation à la désobéissance civile. Deuxièmement, l'incitation à l'avilissement des pouvoirs constitués et à la résistance au pouvoir public. Troisièmement, les calomnies contre les fonctionnaires publics et les personnes privées. Les premières restrictions apparaissent après la chute du trône, touchant les journaux royalistes, puis, à partir de l'été 93, différents opposants politiques. Marat d'abord, les Girondins ensuite. La loi des suspects, le 17 septembre 1793, range parmi les adversaires politiques ceux qui, par leurs écrits, soutiendraient la tyrannie, comprenez la royauté, ou le fédéralisme, comprenez les Girondins. Toutefois, le contrôle de la presse n'est pas si efficace que ces différents textes le laissent supposer, et des feuilles crypto-royalistes continuent d'exister, même en l'an 2 sous la Terreur. Mais il est indéniable qu'un nouveau pouvoir est en train de naître, et j'en veux pour preuve, d'une part, la collusion qui existe, voire même la confusion qui existe dès l'origine entre les journalistes et les responsables politiques. Dès 1789, Louis XVI finance plusieurs journaux royalistes, mais par la suite, plusieurs élus, plusieurs députés sont aussi des journalistes. Et d'autre part, l'importance que prend la presse dans certains événements de la Révolution française, je ne vous en citerai qu'un, les massacres du mois de septembre 1792, massacres qui n'auraient jamais eu lieu si la presse n'avait pas gonflé les effectifs des prisons parisiennes en faisant peur aux patriotes de Paris et en les incitant à marcher sur les prisons. Et cette presse, c'est à la fois la presse de gauche, les journaux de Marat ou d'Hébert, mais aussi la presse girondine, Gorsas, Mercier, etc. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc la presse est en train de gagner en influence. Alors, si l'on revient maintenant aux différents journaux qui existent à partir de 1789. En janvier 89, un seul quotidien existe à Paris, le Journal de Paris, qui est né en 1777 et qui a pris modèle sur plusieurs journaux anglais pour créer, c'était une première en France, différentes rubriques spécialisées. En décembre, les lecteurs ont le choix entre une centaine de quotidiens et une vingtaine d'autres journaux bi- ou tri-hebdomadaires. En province, on compte désormais 34 titres fin 1789 contre 5 auparavant. N'étant tributaire d'aucune agence d'information, le journal rend d'abord compte de l'opinion du journaliste, à moins que n'existe un semblant de comité de rédaction. Les royalistes Actes des apôtres ou écrits Rivarol sont ainsi rédigés à plusieurs au cours d'un dîner et sont du coup rarement signés. L'abbé Royoux, pour le journal L'Ami du Roi, est aidé par son frère et par le critique littéraire Geoffroy. Les nouveaux titres prennent presque tous parti pour la Révolution lors de ses premiers mois. Sur 137 journaux politiques nés en 1789, 4 seulement peuvent être considérés comme ouvertement hostiles, dont la Gazette de Paris, les Actes des apôtres et l'Ami du Roi que je viens de citer. Alors qu'une véritable offensive pamphlétaire s'ouvre dès l'été et l'automne 89. Dans ce premier temps, le pamphlet s'impose donc comme une arme privilégiée avant que ne se développe le rôle du journaliste comme catéchiste ou porte-parole. Et c'est à partir de 1790 que les clivages politiques opposent d'une part une presse patriote. Alors on peut citer le Patriote français, les Révolutions de Paris, les Révolutions de France et de Brabant de Camille Desmoulins, à une presse défavorable à la Révolution, les deux feuilles intitulées L'Ami du Roi, ou bien les Sabbats jacobites, ou bien la Rocambole des journaux, le Journal général de la cour et de la ville, etc. De plus, peu à peu, les journaux s'insèrent dans les clivages entre mouvances politiques
différentes. Ainsi, avec la presse girondine, la Sentinelle de Louvet, le Courrier de Gorsas, l'année littéraire de Louis-Sébastien Mercier, ou bien, plus à gauche, avec le père Duchesne d'Hébert, qui incarne les idées des exagérés, ou bien encore, sous le Directoire, avec le tribun du peuple de Gracchus Babeuf, l'organe qui va souder dans la France entière ceux qui se reconnaîtront dans ce qui deviendra la conjuration des égaux, même s'ils ne connaissent évidemment, puisqu'il s'agit de clandestinité, qu'une toute petite partie du but concerté de la conjuration. Que nous disent ces journaux? Ils sont particulièrement attentifs au compte-rendu des séances des assemblées de la Révolution. Celles-ci tiennent une place essentielle dans le journal au jour le jour, et on peut même dire que ces comptes rendus ont été une raison majeure pour que les journaux soient créés. L'un des premiers journaux créés, du reste par plusieurs députés auvergnats aux États généraux, le journal des débats, vient prendre le relais en fait des lettres que les députés écrivaient au quotidien à leurs électeurs pour les informer de ce qui se passait à Versailles d'abord, à Paris ensuite. La correspondance des députés est la première manière d'informer la France de ce qui est en train de se produire à Paris. Ces correspondances sont essentielles pour la formation politique des opinions locales. Elles suscitent la création des comités de correspondance, mais comme le député tout seul, en plus de son travail au quotidien, n'avait plus la force d'écrire autant qu'il le faudrait tous les soirs, il y a des associations qui se créent, notamment autour du député de Clermont, Gauthier de Biozat, et c'est de là que naît cette idée du journal des débats. Les nouvelles étrangères que contiennent certains de ces journaux arrivent avec retard, elles sont en général recopiées sur des journaux étrangers. Alors évidemment, les royalistes choisissent à dessein les plus alarmantes, comme ils informent déjà avec délice des cours de la bourse parisienne les plus inquiétants. Les rubriques se multiplient dans les journaux de la Révolution jusqu'aux petites annonces. Il existe d'ailleurs une presse spécialisée dans les petites annonces qui naît avec la Révolution française. Je pense au Courrier de l'Hymen, qui déjà propose des unions matrimoniales. Je pense aussi à une presse à sensation qui n'attend pas pour naître le XXe siècle et la télévision. L'entreprise de presse, je voulais au passage, j'avais oublié, vous montrer quand même ce qu'est un journal de la Révolution. Enfin, ce sont des facsimilés. C'est ça, un journal révolutionnaire. C'est pas 20 pages, c'est un A4, comme on dirait aujourd'hui, plié en deux. Voilà. Alors, justement, l'entreprise de presse relève de l'artisanat et les journalistes viennent de tous les horizons. Vous trouvez des nobles comme Mallet-du-Pan, comme La Rochefoucauld, des ecclésiastiques comme l'abbé Royoux, des hommes de lettres, Louis-Sébastien Mercier, que je vous montrais tout à l'heure, ou encore Chamfort, qui a longtemps été la plume du duc d'Orléans, qui le payait, des avocats, Robespierre, Camille Desmoulins, des médecins, comme Jean-Paul Marat, etc. Ces journalistes ont en moyenne 30 ans en 1791, et le journaliste est souvent son imprimeur et son vendeur. Le tirage du journal ipso facto est souvent faible et irrégulier. Le journal de Paris, un des plus répandus, a un peu moins de 12 000 abonnés. L'Ami du roi, 5 000. Cependant, un journaliste écouté, lu, peut vivre convenablement. Le coût d'impression n'est pas très élevé. 40 à 50 livres pour une page à 1000 exemplaires, soit l'équivalent d'un bon repas au Palais Royal. Mais on peut dire les choses différemment. C'est aussi 20% du revenu annuel d'un manouvrier. Et si on regarde la petite bourgeoisie, par exemple le curé d'Ancien Régime, il gagne 800 livres annuels. Comment se vendent ces numéros que je vous montre? Ils se vendent par abonnement ou bien à l'unité, avec en second cas, dans le second cas, une vente dans la rue par des colporteurs, qui jouent un rôle clé dans la circulation des nouvelles et dans la politisation de l'opinion. Ils crient le sommaire des journaux, que les Parisiens peuvent ainsi choisir avant de les acheter. Et dans ce sommaire des journaux,
Ils peuvent entendre les grandes colères du père Duchesne, d'Hébert, hein, qui les apostrophe régulièrement, les humeurs de ce dernier, passant aussi par l'expression populaire, par les proverbes, par la caricature. Car il ne faut pas sous-estimer, dès cette époque, le poids de la caricature dans les journaux de la Révolution. Le mot est en pleine invention, il n'est pas encore employé, hein, il vient de l'italien caricare, qui a donné en français aussi bien chargé que caricaturé, et cette caricature vient à l'appui des nombreux pamphlets qui constituent une partie des journaux dont je vous parlais tout à l'heure. Cette caricature, je vais vous en parler un peu plus, hein, et pour cause, hein, cette caricature, elle est à la fois inspirée des portraits grossis que nous offrent les Italiens à la même époque et du dessin politique que construisent les Hollandais, qui se caractérise non pas par une déformation des corps et du visage, lui, mais par des phylactères, par des légendes, par des bulles, comme on dirait dans la bande dessinée d'aujourd'hui. Hein. La caricature française, elle est un mixte de ces deux traditions, hollandaise et italienne. Alors pourquoi des caricatures dans le journal? Eh bien parce que la technique de l'eau-forte a beaucoup évolué au XVIIIe siècle, eau-forte qui va être grossièrement colorée au pochoir, moins dans le journal directement que chez les vendeurs d'images qui vont vendre ensuite les images tirées des journaux. Hein. Et cet usage de l'eau-forte et de cette technique améliorée permet de produire pour presque rien ces dessins au moment où l'actualité politique implique justement des réactions rapides, et l'on voit donc des dessinateurs, des graveurs associer leurs efforts à ceux des journalistes pour orienter, voire forger les opinions des citoyens. La caricature devient une arme redoutable et redoutée, comme elle avait déjà pu l'être au temps des Mazarinades, hein, mais avec une toute autre efficacité. Ces caricatures associent des thèmes hérités d'une culture populaire de longue durée, des motifs carnavalesques d'un monde inversé, des jugements ou des obsèques grotesques, de la grivoiserie, de la scatologie, un recours régulier aux formes animales. Tout cela est rendu par un graphisme de facture parfois naïve et un message politique qui en général reprend celui de la bourgeoisie à talent patriote. Certains éléments corporels sont privilégiés dans l'art de caricaturer, la bouche, le nez et ce que l'on appelle les parties sales, le ventre, les fesses, le sexe. Et cela permet de mettre en scène les adversaires politiques dans leurs actions les plus quotidiennes et les plus rabaissantes, le vomissement, le hoquet, l'urine, le paix, la défécation, etc. Même si cela est évoqué seulement parfois à travers la légende. Alors là, vous avez un exemple de ce que peuvent produire les journaux patriotes, avec les multiples caricatures qui sont faites du frère du patriote Mirabeau, qui était connu pour aimer manger et boire, et qui était surnommé par ses contemporains Mirabeau Tonneau ou Mirabeau la Tonne. Et alors, le premier dessin est assez rare, c'est une caricature du peintre Jacques-Louis David, hein, et le deuxième, par contre, est beaucoup plus fréquent, Mirabeau sous la forme de tonneaux empilés. Hein, on crée même des marionnettes de Mirabeau que l'on peut découper dans les journaux pour les coller sur du bois ensuite et les faire vivre. Hein. C'est l'attaque ad hominem, bon, assez basse, mais qui se multiplie contre Mirabeau Tonneau, donc dans les journaux patriotes, contre Robespierre ou Lafayette dans les journaux royalistes. Hein. Alors, je vous montre justement ce qu'il en est de Lafayette. Alors, c'est un de ceux qui a été le plus caricaturé. Là, ce sont les amours supposés de Lafayette et de la reine Marie-Antoinette, amours qui n'ont jamais existé, hein, qui sont mis en scène dans une caricature royaliste qui, vous voyez, n'hésite pas sur les diverses représentations qui font passer certains dessins de presse aujourd'hui pour des dessins d'enfants de cœur. Hein. Il faut quand même bien comprendre dans quelle tradition, justement, on s'inscrit quand on regarde certains journaux d'opinion spécialisés dans la caricature. Hein. Et tous les voiles qu'on veut jeter sur les représentations sont en fait une négation de la tradition de la caricature française.
De manière générale, il y a évidemment beaucoup de manichéisme dans les représentations. L'idée est que ceux qui relèvent de l'Ancien Régime ont forcément des corps malades, des corps difformes, que seul le patriote est un corps en mouvement, un corps sportif orienté vers l'avenir. Alors, je vous parlais de scatologie, elle est omniprésente. Hein. Voilà, par exemple, ce que les journaux patriotes proposent de faire du bref du pape qui condamne la constitution civile du clergé en 1791. Hein. Alors, il y a plusieurs niveaux dans le dessin qui s'adresse à des publics extrêmement variés. Bon, il y a évidemment ce patriote qui se torche avec le bref du pape, mais il y a aussi, juste à sa droite, l'abbé Royoux, auteur de presse royaliste, qui est en train de regarder avec une lorgnette ce que sont en train de faire les patriotes. Et puis au fond, vous avez un autodafé de la mitre, des habits sacerdotaux, du pape de manière générale. Et pour que le lecteur peu averti puisse identifier de quel pape il s'agit, vous avez une pie qui s'envole avec un numéro 6 devant le bec, hein, Pie 6, voilà le pape de l'époque. Hein. Et vous voyez que cette manière de se torcher, elle continue à être suremployée par les patriotes. Là, nous sommes en 1792, lorsque, le 5 août 1792, le manifeste de Brunswick est connu à Paris, menaçant Paris de destruction, menaçant les patriotes de mort s'ils touchaient un cheveu de la tête de Louis XVI. Alors voilà ce que les patriotes européens rassemblés proposent de faire du manifeste de Brunswick, qui a pris d'ailleurs une dimension plus proche du papier hygiénique aujourd'hui que de la réalité du texte de l'époque. Et puis, il y a des thématiques récurrentes dans la caricature révolutionnaire, et parmi ces thématiques récurrentes, il y a l'attaque contre ceux qui ne se reconnaissent pas dans la nouvelle nation, et particulièrement à partir de 1791, concomitamment avec un certain nombre de pièces de théâtre, de textes extrêmement anticléricaux, il y a des attaques contre le clergé, hein, contre le clergé réfractaire qui refuse les nouvelles lois et qui peut être confondu avec ce grand diable que vous voyez sur la première caricature, ou qui, étant inapte au temps nouveau, doit être passé sous le pressoir patriote pour lui faire cracher tout ce qu'il a pris aux pauvres crédules, de leur argent, de leur récolte via la dîme, etc. Alors là, c'est le dégraisseur patriote que vous avez, mais il y a le thème du pressoir, mais il y a le thème également du dentiste patriote qui arrache les dents en or du prélat trop repu. Hein. Donc vous voyez que l'on attaque la religion sans que cela provoque des effets de foule trop nombreux et par trop meurtriers. Et puis, alors, la caricature va jouer un rôle majeur à l'époque de la fuite du roi et de la reine et de la famille royale en juin 1791. Parce que, finalement, elle va rendre acceptable de toucher au corps du roi. Alors, vous voyez, déjà, il y a une cinquantaine de caricatures qui sont produites immédiatement après la fuite du roi, hein, et qui passent par les journaux. Alors, vous voyez, déjà, premier constat, les traits de la figure du roi ne sont jamais grossis. Hein, il y a encore ce semblant de respect pour ce que représente le souverain, respect que l'on n'a pas eu pour bien des adversaires de la Révolution, pour bien des royalistes dans les presses patriotes ou royalistes. Mais, en revanche, le corps du roi est rendu à l'animalité. Et à l'animalité la plus basse, puisqu'il s'agit du roi cochon, que vous voyez là, le porc étant l'animal le plus dénigré du bestiaire, hein, à l'époque, non seulement du bestiaire, mais aussi des repas officiels. Hein. Depuis Louis XIV, on s'est complu à interdire de manger certaines parties du porc qui traînaient dans la boue, et le duc d'Orléans, à l'époque de Louis XIV, donc, était considéré presque comme un paria parce qu'il continuait à manger les oreilles du porc et à s'en régaler. Hein. Donc c'est cette bête vue comme la plus vile, comme la plus gourmande, comme la plus basse dans ses instincts, qui est choisie pour caricaturer ce roi qui a trahi. Alors, roi qui a trahi, et que l'on suppose parfois cocu aussi, ce qui vous explique les cornes qui sont rajoutées dans la deuxième caricature, le représentant en roi cochon. Bon,
Voilà, c'est une histoire qui dure, hein, avant même la Révolution, et parce que le roi, pendant 6 ans, n'a pas réussi à avoir d'héritier, il y avait cette suggestion que le roi pouvait être cocu, et la monnaie de Strasbourg avait même frappé, hein, des pièces avec la tête de Louis XVI surmontée dedans. Mais c'est le deuxième dessin qui, à mon avis, est plus inquiétant pour la monarchie, parce que le corps du roi est sacré. Hein, toute atteinte à ce corps est considérée comme régicide, parricide, et vaut l'écartèlement en place publique. Or là, quand le roi est ramené par les tables, par ce citoyen patriote, vous voyez qu'on a le droit de le toucher, de le fouetter, de le battre pour le faire avancer. Et c'est déjà un aspect sacrilège de la caricature qui va aboutir à ce que vous savez, le corps du roi n'est plus sacré dans la mesure où il vient de commettre un crime de lèse-nation. Ces dessins à charge ont justifié en tout cas la nomination à Paris d'un censeur pour les caricatures dès le mois de juillet 1789, censure que réaffirme un décret d'avril 1794. De jeunes artistes engagés dans ce combat par le dessin le paieront d'ailleurs de leur vie, tel l'Alsacien Michel Weber, condamné à mort en l'an 2, à 22 ans, pour royalisme affiché. Les nouveaux pouvoirs ont bien compris l'utilité propagandiste de cet art. Sous la houlette du duc de Chartres, les Jacobins de 1790 ne proposent-ils pas déjà de mobiliser tous les dessinateurs pour réaliser, je cite, les caricatures les plus déshonorantes contre leurs ennemis? En septembre 1793, le comité de salut public vante, je cite toujours, cette sorte d'écriture parlée et colorée convenant à merveille aux illettrés et demande au peintre officiel Jacques-Louis David d'employer ses talents et les moyens qui sont en son pouvoir pour multiplier les gravures et les caricatures qui peuvent réveiller l'esprit public et faire sentir combien sont atroces et ridicules les ennemis de la liberté et de la République. Le peintre s'exécute en mai 1994, réalisant 2 œuvres anglophobes destinées à être imprimées chacune en 500 exemplaires noirs et blancs et en autant d'exemplaires couleur. Le gouvernement anglais, c'est la première caricature en haut à gauche. Un diable écorché, appuyé sur un sceptre, arrêté en plein élan par l'explosion de son anus, qu'entourait la face du roi. L'armée des cruches, sous le commandement du roi Georges III, doté d'oreilles d'âne, suivant aveuglément un dindon qui se pavane, c'est le Premier ministre anglais Pitt, tandis qu'une oie dont le derrière est affublé d'une trompette ferme la marche, c'est Fox, chef de l'opposition parlementaire Whig, qui avait progressivement abandonné ses positions francophiles à partir des massacres de septembre. Une douzaine d'autres artistes peintres utiliseront leur art au détriment des rois coalisés, livrant un ensemble d'œuvres un peu figées par rapport à l'inventivité des premières années de la Révolution française. La circulation des gravures et de la presse politique ne touche pas uniquement les lecteurs, qui achètent ici un ou plusieurs journaux, là des images proposées par des étaleurs et des marchands d'estampes. Des sociétés politiques, des clubs s'abonnent et constituent des cabinets de lecture où leurs membres peuvent lire, voire emprunter les journaux. Des députés envoient dans leur département, à leur famille, à des amis, aux municipalités, les exemplaires qu'ils ont lus. Certains, comme Gilbert Rome dans le Puy-de-Dôme, organisent même des lectures publiques. En l'occurrence, Rome, qui pense qu'il faut porter la connaissance vers les plus humbles, fait de nombreuses lectures publiques pour les paysans du village de Gimont. Enfin, il est fréquent que les feuilles soient lues et commentées dans l'espace public, dans la rue, renforçant le cercle des lecteurs par celui des auditeurs, analphabètes inclus. Si l'on ajoute que le placardage du journal est également un moyen de diffuser les nouvelles, les prises de position, les mots d'ordre, on comprend sans peine le rôle majeur joué par la presse dans les débats citoyens. Cela étant, si 1793 et l'an 2 représentent une période où la liberté de la presse subit déjà des atteintes, le vrai coup fatal lui est porté par Napoléon Bonaparte. Avec Bonaparte, le journal de célébration, ce qu'était la Gazette du XVIIe siècle, fait son retour pour diffuser la gloire du premier consul, puis de l'empereur. Dès sa campagne d'Italie, il sait utiliser le genre particulier des journaux d'armée qui va marquer tout son règne. Le courrier de l'armée d'Italie, la France vue de l'armée d'Italie, participe à sa légende dorée.
avec l'exaltation des victoires et la mise en scène du jeune général vainqueur, quitte bien entendu à travestir les faits, comme pour l'épisode d'Arcole, où on le met volontiers en avant, là où il n'a jamais été. En 1800, Napoléon met la presse au pas par des interdictions, réduisant le nombre des journaux politiques autorisés à Paris comme en province, puis en 1804 organise lui-même des fusions autoritaires de la presse et n'autorise qu'un seul département à exister par département sous la houlette du préfet, journaux qui vont surtout recopier des nouvelles puisées dans le Moniteur, qui est devenu une forme de journal officiel. En 1810, Napoléon ajoutera le contrôle financier direct de la presse par l'État, et on voit encore de nouvelles fusions. La Gazette de France, qui a absorbé déjà plusieurs journaux en 1805, fusionne par exemple avec le Publiciste, et la propriété de ces journaux finit par être répartie en actions dans lesquelles l'État est majoritaire. Les mauvaises nouvelles sont bien entendu bannies, l'Empire ne connaît ni viol, ni suicide, ni mauvaise récolte. Autant dire qu'à partir de cette date, la presse politique ne peut plus être considérée comme un espace de liberté, démocratie et citoyenneté, ayant cédé le pas à une propagande destinée à chanter les louanges d'un homme et de ses serviteurs. Alors, dans les premiers temps de la Restauration, va renaître une presse d'opinion qui fait écho aux opinions qui s'expriment au Parlement, le Mercure de France et le Constitutionnel pour les libéraux, le Journal des débats pour les conservateurs, la Quotidienne, la Gazette de France pour les ultras. Mais l'échec de la loi dite de justice et d'amour qui visait à museler la presse entraîne l'apparition, à la veille de la Révolution de 1830, de titres se situant à la gauche du spectre politique, comme Le National, fondé par Armand Carrel, Adolphe Thiers, qui a été jeune un jour, comme vous le voyez, et François-Auguste Minier. Ce journal bénéficie du patronage de Talleyrand et du banquier Jacques Lafitte. La défense de la liberté de la presse est l'une des causes de la Révolution de 1830, après les ordonnances scélérates du 25 juillet la supprimant, dissolvant la Chambre et restreignant le nombre des électeurs. Le 26 juillet, une protestation de 44 journalistes appelle à la résistance contre un gouvernement qui a perdu aujourd'hui le caractère de l'égalité qui commande l'obéissance. Je cite. Le lendemain, le National, le Globe et le Temps paraissent sans autorisation. La police est envoyée pour briser leur presse, ce qui suscite immédiatement des attroupements et des affrontements, débouchant sur les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830. Avec la monarchie de Juillet, nous allons entrer dans une autre période de ce monde de la presse. J'y faisais un petit peu allusion tout à l'heure. Presse qui va bénéficier d'abord de nouvelles opinions politiques, avec la naissance d'une première presse socialiste sous la direction de Cabet, avec la naissance d'une première presse féminine aussi avec la femme libre de la Saint-Simonienne Suzanne Welkin, mais si, et tout cela dans une multitude de procès intentés aux différents journaux, notamment à Armand Marrast, dont la Tribune des départements va disparaître en 1835, avec des lois scélérates, là encore, votées en 1835 après l'attentat de Fieschi. Mais ce qui change surtout, c'est que réapparaissent des journaux spécialisés dans la caricature avec la mise en scène du roi Poire, Louis-Philippe, par Philippon, ce qui lui vaut procès et arrestation. Vous voyez comment détourner la censure, on ne publie pas de texte, mais on publie une poire à l'intérieur duquel il y a le texte, ou bien comment susciter aussi des dons pour un journal en difficulté, en expliquant comment, à partir d'une poire, aboutir au portrait du roi. Outre le Charivari, le journal La Caricature, dans lequel s'exprime notamment Daumier, continue sur cette idée d'une poire écrasant la démocratie, et en l'occurrence les campagnes municipales parisiennes. Bon, d'où les excès de la censure contre ces nouveaux supports. Et puis surtout, à partir de 1836, la presse française prend un tournant majeur avec Émile de Girardin, qui crée La Presse, un journal extrêmement lié aux intérêts économiques, forte de ses encarts publicitaires, forte des succès des romans feuilletons, de son bas prix, qui modifie
en profondeur la relation du lecteur au journal et qui modifie aussi en profondeur la relation du journal à la politique. Voilà, je vous remercie et vous prie d'excuser mon dépassement du temps. Je prends le micro, si jamais ça va moins bien, je ferai comme Philippe Bourdin. Moi, je voudrais d'abord dire que, évidemment, nous faisons cette rencontre un peu plus d'un mois après le massacre de Charlie Hebdo, et nous avons été frappés à l'Humanité parce que Charb était salarié de l'Humanité, parce que Wolinski en a été le dessinateur éditorialiste en une du journal pendant 9 ans, que T-News a beaucoup dessiné dans l'Humanité dimanche, et puis que l'équipe des dessinateurs qui œuvrent chaque jour dans l'Humanité et dans l'Humanité dimanche viennent de Charlie. C'est Luz, Coco, Babouze, Bess, sont des dessinateurs de Charlie, et nous avions une relation extrêmement proche. Charb était un peu, d'ailleurs, le chef d'orchestre des dessinateurs, des caricaturistes de l'Humanité. Donc on a été directement touché, directement blessé, traumatisé aussi par ce carnage. Je crois que ce carnage a d'abord mis en évidence que la liberté d'expression reste un combat, aujourd'hui autant qu'hier, et que le lieu où il s'exacerbe, c'est en général autour de la liberté de la presse. Nous venons de connaître un massacre comme jamais la France n'en a connu, un massacre de journalistes. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple non plus en Europe. Il y en a un pas si loin, et il n'y a pas si longtemps, c'est l'Algérie, où en quelques années, 110 journalistes ont été assassinés parce qu'ils continuaient à dénoncer les terroristes du GIA, parce qu'ils continuaient à se battre pour une certaine conception de la laïcité ou du vivre ensemble, pour celle de la liberté d'expression, et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je crois que, en l'occurrence, il faut avoir en tête que la liberté de la presse n'est pas menacée seulement par les porteurs de Kalachnikov, mais elle est aussi menacée par les porteurs d'action, par les grands banquiers, les bénéficiaires de dividendes ou les magnats des télécommunications. Il a fallu, hélas, ce carnage pour que tout d'un coup on s'aperçoive que Charlie Hebdo avait une place en France, était nécessaire à l'identité, à la liberté d'expression en France. Au mois de décembre, moi j'avais passé une demi-journée avec Charb pour voir comment on pouvait, l'UMA, essayer de l'aider pour que Charlie Hebdo ne soit pas mis en faillite. C'était dans l'indifférence des pouvoirs publics. Le ministère de la Culture refusait de recevoir Charb pour évoquer la situation de son journal. La liberté d'expression, la possibilité d'expression même paraissait alors des mots creux, des figures de rhétorique et sans obligation démocratique d'aucune sorte. À l'heure du drame, l'État a brusquement trouvé des fonds pour garantir la pérennité du journal satirique, et c'est tant mieux. Mais combien d'autres journaux ont actuellement le couteau sous la gorge, parce qu'ils résistent au talon de fer des multinationales, à la pensée unique, parce qu'ils résistent à la cascade de l'information déversée sans recul. Politis, Témoignages chrétiens, le Monde diplomatique, l'Humanité, bien entendu, Alternative économique, vivent sous la menace de ressources insuffisantes. Les financiers font payer cher le prix de l'indépendance alors qu'ils recapitalisent par dizaines de millions d'autres titres, où se constituent des empires médiatiques en rachetant des titres en difficulté, comme ce monsieur Drahi, magnat des télécommunications, exilé fiscal bien connu, vient de le faire avec Libération, mais pas seulement Libération, l'Express, une télévision israélienne qui a fait, paraît-il, sa publicité récemment sur les murs de Clermont-Ferrand. Des espèces de mariages de carpe et du lapin, mais qui confirment combien la presse reste un enjeu de pouvoir. Et on a beau dire qu'aujourd'hui la presse écrite ne rapporte pas, on voit beaucoup de faits très fortunés se pencher autour de ces berceaux, de ce qu'on présente trop souvent comme des lits d'agonie, ce que je crois la presse ne connaît pas aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure.
La publicité, pourtant payée par l'ensemble des consommateurs, est attribuée sur des critères discriminatoires. L'ensemble des consommateurs, qu'ils soient lecteurs de l'Humanité ou lecteurs du Figaro, quand ils achètent un pot de yaourt, payent une partie de publicité dans ce prix. Il se trouve qu'il en va beaucoup plus au Figaro qu'à l'Humanité, vous le savez. Pourtant, le pluralisme de l'information, non seulement, je parle du pluralisme, pas de la pluralité qui est seulement une diversité de titres, mais qui ne porte pas de diversité d'idées, le pluralisme est à défendre comme un pilier de la démocratie au même titre que la liberté de vote, la liberté de s'organiser dans le parti ou le syndicat de son choix, ou de manifester. Dans un monde plus imbriqué, où l'homme dispose de la faculté de le détruire, la possibilité de procéder à des choix éclairés par la connaissance des enjeux et des choix proposés est devenue un impératif pour les peuples. Un pluralisme garanti est donc une revendication démocratique majeure, susceptible de faire pièce à la puissance colossale des multinationales. De ce point de vue, je crois qu'il faut tirer une sonnette d'alarme. Le paysage médiatique inquiétant semble se dessiner à l'échelle mondiale. De grands groupes, ajoutant la télévision et Internet à la presse économique, se sont édifiés, absorbant d'autres médias sur leur passage, et dominent le panorama de l'information. Nicolas Sarkozy avait donné le ton lorsqu'il avait organisé, à partir de 2008, les États généraux de l'information et de la presse écrite, en disant qu'il s'agissait de créer des champions nationaux acquérant une taille internationale en matière d'information. Il s'agissait de rentrer dans un espace où l'information n'est plus qu'un domaine qui est celui de l'économie, des rapports de force économiques, et pas de la pluralité des idées. La toile, qui a longtemps été présentée comme un vert paradis d'une information alternative, est le théâtre d'une présence écrasante de sites qui filtrent, tamisent et présentent des sujets compatibles avec l'ordre du monde que leurs propriétaires veulent promouvoir. De Google à TF1, de Orange News à Yahoo, l'info défile à haute cadence et à basse intensité pluraliste. Ces agrégateurs d'informations qui vont pêcher ici ou là des sujets qui ne sont pas produits par leur rédaction, mais en général par la presse écrite, présentent un panorama qui sélectionne soigneusement l'information. L'imprimé dispose de l'équivalent de cette information, j'allais dire avec édulcorant, c'est la presse gratuite. La presse gratuite est directement pilotée par les annonceurs. Elle n'existe que pour ça, et rien dans cette presse ne doit contredire la possibilité d'accueillir de la publicité. Il ne faut rien faire, rien écrire, rien dire qui puisse déranger les grands annonceurs. Avec ces contenus low cost, l'aptitude des citoyens à décider entre des choix plus complexes que jamais, portés souvent à l'échelle planétaire, est affectée, tandis qu'une élite de décideurs et de puissants disposerait d'une information haut de gamme. Il y a beaucoup, généralement, est présenté comme un lieu commun le fait que la presse écrite serait destinée à disparaître, remplacée par l'information numérique, par Internet. Mais une société comme Amazon, société puissante, vient de décider de racheter le Washington Post en disant la presse écrite va devenir un produit à haute rentabilité qui sera destiné à des puissants, à des élites prêts à payer très cher une information de haute qualité, tandis qu'une information low cost serait destinée aux tout venants des citoyens. Si une telle évolution n'était pas contredite, elle amplifierait l'exclusion de la majorité des citoyens de l'exercice de la démocratie, consoliderait une méfiance à l'égard de l'information, méfiance qui pourrait se dégrader dans des théories complotistes. Je voudrais donner un exemple qui vient de se dérouler en Europe. Vous savez, les débats qui se déroulent à l'échelle du continent sur les questions de l'austérité, eh bien tous les pays qui ont pratiqué le plus brutalement des politiques d'austérité s'en sont pris dans un premier temps à l'information et à la qualité de l'information. Ça a été le cas au Portugal et en Espagne, où des milliers d'emplois ont été supprimés dans les télévisions et les radios publiques.
Ça a été le cas en Grèce. C'est l'exemple le plus emblématique parce que la première décision prise sous la pression de la Troïka a été de supprimer la télévision publique. Mais pas seulement ça. La deuxième décision qui a suivi, ça a été de supprimer les garanties d'emploi et d'opinion des journalistes en les obligeant à passer un nouveau contrat dans lequel toute contradiction avec les décisions des propriétaires des moyens d'information donnerait lieu à licenciement. Et si les journalistes ne signaient pas ce nouveau contrat, ils étaient licenciés. C'est dire que le terrain de la liberté de l'information et de la communication est directement un terrain d'enjeux politiques et de vie démocratique. Angela Merkel avait utilisé un concept pour résumer ça. C'était la marque conforme démocratie. La démocratie conforme au marché. Pouvaient donc s'exprimer les peuples à condition qu'ils s'inscrivent dans ce qui était le cadre fixé par les marchés financiers, la raison économique, le cercle de la raison, disaient un certain nombre de théoriciens et d'hommes de presse, puisqu'il y avait Alain Minck, qui était propriétaire du Monde parmi ceux-là, et qui expliquait qu'en dehors du cercle de la raison existaient des opinions qui n'avaient pas place dans le débat public. Eh bien, ce type de débat, ce type d'enjeu, ce type d'exemple montre que le risque est extrêmement fort. Je dois dire que la précarité structurante de l'économie de la presse écrite fragilise évidemment ses assises et la rend beaucoup plus perméable, beaucoup plus accessible aux pressions financières. Les grands quotidiens nationaux viennent tous, quasiment tous, nous sommes une exception avec la Croix, de voir des opérations de contrôle développées par des grands groupes. Je parlais du Monde. Le Monde est contrôlé par Pierre Berger, Xavier Niel, Le Free, Pigasse, de la Banque Lazare. Libération, on en a parlé. Le Figaro est aux mains de Marcel Dassault. Lagardère reste le propriétaire du plus grand nombre de journaux, de la plus grande plateforme de presse à l'échelle française. Il était à l'échelle européenne et mondiale, il s'est délesté d'un certain nombre de journaux dont il considérait qu'ils n'étaient pas suffisamment rentables. C'est vrai de M. Arnaud, qui caracole en tête des plus grandes fortunes françaises, et qui est propriétaire des Échos, donc de l'information économique. C'est vrai aussi dans la presse régionale. Tout l'arc est de la presse régionale est contrôlé par une banque, le Crédit Mutuel, et avec des conséquences très lourdes sur les contenus, uniformisation des informations, uniformisation du travail des rédactions, qui ont fait protester d'ailleurs les journalistes de ces journaux. D'autres titres, dans l'ensemble de la presse régionale, sont extrêmement fragilisés, menacés dans leur existence. Des journaux du Nord ont été rachetés par le groupe Roularta. Nice Matin est en train d'essayer de s'en sortir en s'appuyant sur une coopérative. La Marseillaise est en dépôt de bilan et le tribunal va se prononcer sur une offre de reprise dans peu de temps. Il y a une très grande fragilisation de la presse, mais vous remarquerez que ceux qui les achètent sont des économistes très avertis et des gens qui ont le sens du taux de profit. S'ils achètent des journaux alors qu'ils savent que la presse écrite, dans les conditions actuelles de son économie, n'est pas rentable, c'est qu'ils vont disposer là d'un outil d'influence, d'un outil pour agir sur la société et sur les citoyens. En effet, la presse n'est jamais le reflet neutre de la réalité, et les journaux qui se présentent comme objectifs avancent masqués derrière des paravents d'hypocrisie. Chacun porte une vision du monde, une lecture de l'actualité, un choix de l'information, sélective ou non, une hiérarchie des sujets. Ça peut hérisser ceux qui pensent que c'est un gros mot, mais la presse, c'est de l'idéologie. Et effectivement, peut-être certains journalistes, comme M. Jourdan, faisaient de la prose sans le savoir, font de l'idéologie sans le savoir, mais l'idéologie, c'est la manière dont on voit la société, dont on la pense et dont on veut agir dans la société. Et bien la presse est toujours au cœur de cette relation à la société et à une intervention dans la société. Le travail pour
avoir une presse émancipée des puissances dominantes dans la société est une histoire au long cours. Philippe Bourdin en a donné des premiers traits. Je voudrais revenir sur la création de l'humanité parce que c'est précisément son but. Jean Jaurès est journaliste depuis des années et des années quand il crée l'humanité. Il a même tribune ouverte dans la Dépêche du Midi, il écrit dans la Petite République, mais précisément, il se rend compte à ce moment-là, des limites qu'il a dans son expression possible, et il se rend compte surtout que la grande presse est totalement stipendiée aux affairistes. D'ailleurs, lui, très rapidement, l'humanité va déjà rencontrer des difficultés financières 2 ans après sa création, et il va être approché par des affairistes français et par l'ambassade de Russie qui va lui proposer de l'acheter, lui donner de l'argent pour qu'il défende les emprunts russes. Bon, Jaurès a dit, si c'est à ce prix, il vaut mieux que l'humanité n'existe pas, et il va se rapprocher du Parti socialiste, se rapprocher des courants syndicalistes pour redonner de la place à l'humanité. Mais c'est dire que ce combat pour une presse libérée, émancipée, est un combat très important. D'ailleurs, l'humanité se crée dans un moment où, en Europe, se crée souvent sur des bases différentes des tas d'autres journaux. Il y a la fameuse Pravda en Russie, créée par Lénine, et puis il y a l'Unità, créée par Gramsci en Italie. Et il y a cette humanité qui, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique le fait qu'elle existe encore aujourd'hui, alors que ces 2 autres titres ne sont plus des quotidiens, c'est que Jaurès le fait sur une base extrêmement exigeante en matière de conception de la presse. Il dit l'important c'est de chercher la vérité et de la dire, et de ne pas la farder. C'est de s'engager dans les combats, c'est d'être mais sans jamais déformer les faits, sans être seulement un outil, et sans être strictement un outil de propagande. Mais au contraire, un lieu de construction de pensée, un lieu où les citoyens trouvent alimentation à leur propre réflexion, à leur propre action dans la société. Et évidemment, il lui donne aussi la vocation d'être la voix des sans-voix, portant les luttes ouvrières, portant les mobilisations du temps, poursuivant aussi, parce que ça c'est aussi une des grandes motivations de Jaurès quand il crée l'humanité, poursuivant le combat qui a été celui des Dreyfusards. Il a fait aussi une expérience de ce qu'était le panorama de la presse à cette époque. Lui s'est engagé, après avoir un peu réfléchi, il n'a pas été tout d'un coup du côté de ce capitaine Dreyfus, sorti des élites françaises, mais quand il a étudié le dossier, il a pu juger à la fois des manœuvres de l'état-major, des manœuvres de cette grande presse qui déformait les faits, faisait passer des faux pour des vrais, de cette grande presse qui mettait au pilori Dreyfus parce qu'il était juif, et il va vouloir aussi porter une presse qui s'émancipe et qui fasse d'une humanité portée plus loin le sens même de ce journal, et c'est pour ça qu'il lui a donné ce titre, l'humanité. Voilà, donc je pense que nous sommes dans un moment où la perspective, la construction d'une démocratie revivifiée ne peut pas s'abstraire d'un combat pour un réel pluralisme. Pluralisme dans l'expression de la presse, mais pluralisme aussi dans les grands moyens d'information, et notamment dans les grands moyens d'information publique. J'ai eu le plaisir hier matin d'être invité de France Inter. Ça fait 6 ans et demi que je suis directeur de la rédaction de l'Humanité. Je n'avais jamais été invité sur France Inter, au contraire de mes homologues du Monde, de Libération, du Figaro, sauf dans une émission très nocturne, un soir de fête de l'UMA, avec Chris, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une journaliste qui traite notamment du rock, et c'était sur le rock. Heureusement que j'aime le rock. Mais par exemple, aucun journaliste de l'Humanité n'a été invité depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, et rien n'a changé aujourd'hui sur France 2. L'Humanité n'est jamais citée, malgré nos interventions, dans la revue de presse du Grand Soir 3. Vous ne verrez jamais la une de l'Humanité. Il y a, comme ça n'est pas, ça n'est jamais dit, ça n'est jamais reconnu, mais il y a une absence de pluralisme, un refus de laisser intervenir des voix différentes qui se
constate de la même façon, je prends un exemple, en matière d'économie. Si on fait une statistique, et Gilles Balbastre l'a fait dans un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, sur la proportion des économistes atterrés et des experts libéraux dans les télévisions, vous verrez que ça tient du pâté d'alouette, un cheval et une alouette. Ils sont très rarement invités. Donc, dans le panorama qui se dégage aujourd'hui de l'information, il y a un véritable combat de libération de l'information et pour pouvoir exercer sa citoyenneté qui s'impose. Et dans ce domaine, la presse écrite a un rôle, à mon sens, essentiel. Parce que précisément, la presse écrite est ce qui nourrit la profondeur de l'information. Ne pas en rester à l'événement qui, dans son énoncé, peut être sujet à toutes les manipulations. Mais fouiller l'information, voir d'où vient le sujet, montrer comment il a une histoire, comment il a des conséquences, faire parler d'autres que les experts officiels ou les porte-paroles patentés. Ce travail d'information, de la presse écrite en général, c'est pas pour rien d'ailleurs que les autres grands médias audiovisuels se fondent sur la presse écrite pour déterminer leurs grands sujets, leurs angles d'investigation. Ça n'est pas pour rien que sur Internet, c'est essentiellement les contenus produits par la presse écrite qui font le bonheur et la richesse des agrégateurs de contenus comme Google, qui se font des fortunes sur la presse écrite. Vous savez sans doute que peut-être pas d'ailleurs, qui a été constituée pour essayer de ramener un petit peu d'argent vers la presse écrite, un fonds Google, mais qui est piloté pour moitié par Google et pour l'autre moitié par les grands patrons, enfin les patrons des grands groupes de presse français qui se partagent la manne. L'Humanité, depuis 3 ans, qui est installé, de 2 ans et demi, qui est installé le fonds Google, n'a pas touché 1 centime malgré le dépôt de dossiers argumentés, préparés, innovants, construits d'ailleurs notamment pour l'un d'eux avec des étudiants de l'université de Marne-la-Vallée qui avaient avec nous mis au point un projet extrêmement coopératif, une communauté de lectorat permettant sur le site internet de l'Humanité à chaque lecteur de se constituer son propre site à partir des productions. Bon, ben, Google, c'est une proposition qui n'existe dans aucun site aujourd'hui. Google ne l'a pas trouvé visiblement assez innovant, peut-être trop innovant pour la planète. Voilà. Donc, je vais être trop long, donc je vais m'arrêter. Je voudrais quand même souligner que, évidemment, il faut se battre pour que ces journaux qui portent une information différente existent. On a d'ailleurs, moi j'ai par exemple des relations avec les gens de Politis, notamment avec son directeur Denis Siffert, qui est un ami, et on essaie nous de les aider de notre expérience, et eux aussi, pour commencer à constituer un front commun. On a d'ailleurs des rapports sympathiques avec la Croix, qui n'est pas, j'allais dire, de notre chapelle, mais qui se bat aussi pour qu'un journal indépendant de financier, eux ils ont derrière le groupe Bayard, qui est quand même une puissance, mais il reste indépendant d'autres puissances pour que ce type de journaux puisse exister. Mais ensuite, il faut une restructuration de l'économie de la presse. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup gargarisé de la baisse de diffusion des quotidiens, mais si on la rapporte à la suppression du nombre de kiosques en France, il y a 950 kiosques qui ont disparu l'an passé, eh bien, vous faites le calcul, c'est encore plus que la baisse de diffusion des kiosques français. Ensuite, il faut repenser tout le système d'aide à la presse. Aujourd'hui, il faut savoir que les journaux les plus aidés sont les journaux les plus riches, Le Monde et Le Figaro. Ils touchent 6 fois plus d'argent que l'Humanité, et les mécanismes d'aide publique sont désormais de plus en plus viciés puisqu'ils sont proportionnels à l'investissement. Un journal qui investit 1 million touchera un autre million ou 2 millions de l'État, mais un journal qui n'a la capacité que d'investir 50 000 euros, comme mettons l'Humanité, eh bien il n'aura que 50 000 euros de subvention.
Donc le maximum d'argent va aux journaux les plus riches et il est conditionné par des exigences de gouvernance. Ces exigences de gouvernance, elles font peser le risque d'une nouvelle mainmise de l'État sur l'information. De la même façon, la mutualisation des moyens d'impression pose toute une série de questions aujourd'hui. Pour la presse quotidienne nationale, on se met en place une sorte d'opérateur unique de l'imprimerie. Les ouvriers du livre qui n'ont pas fait paraître les journaux, donc vous ne pouvez pas lire l'Humanité aujourd'hui, sont en butte à cette situation qui se traduira évidemment par des suppressions d'emplois, mais il se traduira également par une mainmise d'un seul opérateur privé sur l'ensemble de la filière d'impression des quotidiens nationaux. Enfin, je dirais qu'il y a une très forte question sociale. Aujourd'hui, 80% des embauches dans la presse sont des embauches précaires. Ça a des conséquences directes sur la liberté d'expression, l'indépendance des journalistes. Parce que quand on est un journaliste embauché pour quelques mois, pour 6 mois dans un journal, eh bien, on est obligé de montrer patte blanche. Et en fait, le système se reproduit de mois en mois, ou d'année en année. On est réembauché en CDD pour la plupart des journalistes, notamment des jeunes journalistes. Évidemment, ça ne favorise ni la constitution d'une capacité d'information, d'une capacité de connaissance, une maîtrise des sujets qui permet d'aller au bout des sujets, ni une grande indépendance d'esprit. Voilà, donc dans ce panorama, je dirais que la liberté de la presse devient une liberté menacée. Je crois qu'il faut la défendre, et pas seulement le temps d'une manifestation autour de Charlie, même si cette manifestation était remarquable, pas seulement un jour en achetant Charlie pour témoigner d'une solidarité, mais en témoignant au long cours un engagement pour tous les journaux comme Charlie, qui présentent une information indépendante et qui n'ont pas le soutien, évidemment, des puissances de l'État. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude.